Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier puisque effectivement, il sera question donc de MrBeast, hein, évidemment. Bon, on n'a pas besoin de moi pour connaître ce youtubeur américain qui capitalise, il me semble, 239 millions d'abonnés à la minute où on parle. Donc forcément, là on parle pas du vendeur de valises de Bobigny. Ça, c'est une évidence. Bon. Alors, pourquoi on va parler effectivement de MrBeast? Pas parce qu'en fait, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde a une opinion, tout le monde a un truc à dire sur ce mec-là, que ce soit positif, que ce soit négatif. Bien souvent, c'est assez positif, mais on va pas se mentir, hein, MrBeast, quand même, capitalise plusieurs dizaines de millions de vues par semaine, si ce n'est pas plusieurs centaines. Le mec est traduit dans je ne sais combien de langues. On parle de lui à longueur de temps, donc forcément, il y a pas mal de controverses qui tournent autour effectivement de cette personnalité. Donc voilà, on va en parler tout tranquillement, je vais vous donner mon opinion de ce que je pense sur lui en termes général, est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est un démon? Parce que bien souvent, les opinions sur MrBeast, à peu près tout en fait sur internet, sont assez binaires, hein. C'est soit MrBeast c'est le mec le plus généreux de la galaxie, soit c'est un salopard sans foi ni loi. Alors, bon ok, qu'est-ce que j'en pense moi de cette question? Il y a ça. Je vais parler des différentes controverses, effectivement, qui tournent autour de ce personnage. Ce que j'aime bien chez lui également, hein, on va pas se mentir. Ce que je considère comme étant les bons et les mauvais éléments à retirer de son ascension fulgurante, bref, vous m'avez compris. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, moi quand j'ai effectivement découvert MrBeast, je savais pas vraiment où me placer, c'est-à-dire que je voyais effectivement un type qui avait un succès absolument innommable, incroyable, finalement un temps assez conséquent avant de regarder ses vidéos à proprement parler. C'est-à-dire que je voyais parfois des TikTok de lui en interview qui parlaient effectivement de ce qu'il faisait. Comme quoi, effectivement, il travaillait tout le temps, il ne dort jamais, limite, il travaille beaucoup, il est extrêmement créatif, c'est-à-dire que même à l'époque où il était à la fac, en fait, il allait même pas en cours, tout ce qu'il faisait, c'était rester pendant 10 heures sur Skype avec plein de potes youtubeurs, et il ne faisait que brainstormer, que de parler de YouTube et d'essayer de craquer le code. Quelle est la formule de la vidéo virale qui marchera toujours? Donc moi, franchement, je savais pas vraiment où me placer par rapport à ça. Je trouvais ça très intéressant, je trouvais ses conseils effectivement très judicieux et bien formulés, je trouve qu'effectivement il s'exprime très bien. Mais qu'est-ce que c'est que son contenu? Bah écoutez, j'ai cliqué sur ses vidéos, une ou deux, hein, notamment sa vidéo effectivement dans des avions, il me semble qu'il compare entre un vol à $1 et un vol à 500 000 $, voilà. J'ai vu quelques vidéos, bon, j'ai envie de dire, t'en as vu une, tu les as tous, on va pas se mentir. Non, mais c'est vraiment, moi ça m'a sauté aux yeux directement. Moi quand j'ai vu, par exemple, l'épisode dont je vous ai parlé dans l'avion, j'avais l'impression par exemple de voir un épisode de Pawn Star, par exemple, ou un épisode de Cauchemar en cuisine avec le fameux Gordon Ramsay. Que ce soit au niveau du format, que ce soit au niveau du montage, que ce soit au niveau des petites phrases humoristiques des acolytes de MrBeast, de Jimmy, vu que c'est son prénom, voilà, j'ai trouvé ça mais incroyablement similaire à ce que nous propose la télévision américaine, et même française en réalité depuis un certain temps. La musique aussi, c'est vraiment au niveau de la musique et tout, côté un peu dramatique quand il se passe un truc un peu bizarre, c'est clairement quelque chose que vous allez voir dans Cauchemar en cuisine. Voilà, que ce soit la version de Gordon Ramsay ou la version de Philippe Etchebest. C'est un truc de fou. Et pourquoi je vous parle de ça, en fait? Parce qu'en fait, je me dis que si le contenu de MrBeast a vraiment fonctionné, c'est parce que la Gen Z et la Gen Alpha, c'est-à-dire que les jeunes de nos jours, en fait, ils connaissent pas ce format, finalement. C'est-à-dire que nous, bon, les mecs des années 90, les millennials, et surtout la génération X et encore plus les boomers, bah, nous, en fait, ce format, on le connaît. C'est-à-dire que bon, bah ok, d'accord, bah, c'est de la télé en fait. C'est-à-dire que tu cliques sur une vidéo YouTube, mais techniquement, tu regardes une émission de Pawn Star, de Cauchemar en cuisine, ou peu importe. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça peut être n'importe quelle autre émission. Cette génération, que ce soit Alpha, Gen Z, et même les millennials les plus jeunes, regardent beaucoup moins la télé que les générations d'avant, en fait. C'est ça. Ils connaissent pas ce type de format, et les mecs, ils sont complètement, comment dire, émerveillés. Alors que, techniquement parlant, le mec a rien inventé, il a pas inventé la poudre. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est extrêmement bien fait pour un type tout seul qui, effectivement, paye ça de sa poche. Bon, bien sûr, il a créé pas mal d'entreprises et tout. Ça, c'est un tour de force de la part de MrBeast de pouvoir faire ça une fois, même plusieurs fois par semaine. C'est incroyable de pouvoir faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'enlèves le fait que ce soit MrBeast tout seul, un youtubeur de base qui produit ce qu'une télé peut faire, si tu mets ça de côté, parce que ça, effectivement, c'est un véritable tour de force, si tu mets ça de côté et tu parles juste du produit fini, tu ne regardes juste que le produit fini, techniquement parlant, ce que la télé produit, c'est la même chose.
Donc finalement, regarder à la télé, regarder YouTube, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable que ça? Encore une fois, en mettant de côté les moyens de production. C'est-à-dire que c'est un type tout seul, MrBeast, qui vient de nulle part, d'ailleurs on parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo, qui te produit des vidéos YouTube de qualité télévisuelle. C'est très impressionnant, mais techniquement parlant, quand on voit le produit fini, on se dit, bon ok, mais le gars, il a rien inventé finalement. C'est ça en fait le truc, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que j'ai parlé au début du côté un peu... ouais, attention, je suis ultra créatif et tout. Finalement... t'arrives au même point que la télé. C'est-à-dire que YouTube qui se télévisualise d'une certaine manière. Et c'est pas le seul, hein, que tu prends Amixem et même les mecs de chez nous, les mecs en France. Tu prends par exemple un Squeezie qui va effectivement organiser un délire avec la Formule 1. Bah, en fait, ce que fait Squeezie, bon, évidemment, les mecs ont pété un câble, genre incroyable ce qu'a fait Squeezie. Effectivement, c'est incroyable ce qu'a fait Squeezie, mais techniquement, c'est quelque chose que l'on voyait tous les ans, même plusieurs fois par an à la télé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement en termes de créativité? Je te parle pas au niveau des moyens de production. Finalement, c'est la même chose. C'est ça en fait le truc. Encore une fois, ça reste incroyable, mais je vois ça, je me dis bon bah finalement je regarde MrBeast, autant éteindre mon PC, regarder à la télé. Finalement, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est ça en fait le truc. La question c'est quoi? C'est quoi la valeur ajoutée? Très honnêtement, je sais pas. C'est-à-dire que techniquement, lorsque on va éteindre notre télé et qu'on va effectivement s'ostraciser entre guillemets sur le PC, on va dire vas-y, on s'en bat les couilles de la télé, il y a de la propagande, des pubs partout, et on va sur YouTube. Mais maintenant, en fait, tu cliques sur des vidéos qui ont le format exact que tu as abandonné lorsque tu as arrêté de regarder la télé, avec des pubs et des placements de produits, j'en sais quelque chose plus que moi, effectivement, je fais des placements de produits, et je vais en faire de plus en plus dans le futur, je vous le dis tout de suite les mecs, eh ben écoutez, faut bien mettre la daronne à l'abri. Mais voilà, en gros, je fais partie du problème, on va pas se mentir. Mais tu te dis, mais en fait, pourquoi je regarde YouTube finalement? Tu vois? Bon, déjà, il y a ça que je trouve intéressant dans le cas MrBeast. Ensuite, évidemment, lorsqu'on parle de MrBeast, on est obligé de parler du côté philanthrope du mec, parce que effectivement, le mec est connu pour être un gars extrêmement généreux, et bien souvent, les défenseurs de MrBeast vont toujours prendre cet argument, c'est-à-dire que c'est le mec qui, effectivement, dans toutes ses vidéos, tu le vois aider les gens, il leur paye des opérations, même tu peux le voir, par exemple, donner de l'argent à des sans-abri. D'ailleurs, la première vidéo qui a vraiment percé de MrBeast, c'est la vidéo où il donne 10 000 balles à un sans-abri, en fait. Et donc, effectivement, il y a des mecs qui disent bon, c'est un mec bien, il donne de l'argent, et il y a des autres mecs qui disent oui, mais il donne de l'argent, c'est seulement pour des vues. Écoutez, pour moi, c'est une évidence que MrBeast, effectivement, a essayé à peu près tout ce qui était possible d'essayer, c'est-à-dire que, par exemple, avant de percer, tu voyais MrBeast faire des vidéos où tout ce qu'il faisait, c'était compter. Devant une caméra, hein, il compte jusqu'à 100 000. Voilà. Il a tout tenté. À un moment, il tente effectivement de donner 10 000 balles à un sans-abri, il voit que ça marche, bah il continue. Il a vu effectivement que la philanthropie, le fait de donner de l'argent à des gens et de foutre beaucoup de pognon dans ses vidéos, ça rapporte effectivement un cercle vertueux, bah, il a continué à le faire, et forcément le succès est arrivé. Mais de dire qu'effectivement MrBeast fait ça parce que il est gentil, bah non en fait. Après encore une fois, on s'en fout finalement qu'il est gentil, qu'il le fasse pour le bien ou qu'il le fasse pour ses propres intérêts et pour percer sur YouTube, finalement on s'en fout. S'il fait du bien, il fait du bien. Mais techniquement parlant, faut dire quand même la vérité. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire les termes. Si cette vidéo du sans-abri n'avait pas fonctionné, bah jamais tu aurais vu MrBeast en train de balancer des mallettes en mode Kaiba un peu partout, des mallettes de 1 million de dollars. C'est impossible, je vous le dis. Il le fait parce que ça fonctionne. C'est tout. C'est tout. Voilà. Parce que la philanthropie, ça rapporte, on va pas se mentir, de ce que vous voulez, voilà. Tout ce qui est charité, tout ça, ça rapporte de ouf, et c'est pour ça qu'il y a autant d'histoires de détournement d'argent vis-à-vis des associations de charité. Parce que ça rapporte du pognon, voilà pourquoi, c'est tout simplement ça. Maintenant, encore une fois, on s'en fout. Il fait le bien parce que ça rapporte, ou il fait le bien parce qu'il est gentil, finalement, le bien qu'il fait, bah, c'est du bien. Donc à la limite, moi, ça me dérange pas. Cela étant dit, il y a quand même une facette qu'il faut pas éclipser, c'est que le MrBeast... Encore une fois, je suis pas dans sa tête, ce n'est que mon avis sur la question, mais il fait ça globalement pour les vues, pour le clout, comme disent les Américains. Et le truc, c'est que il y a bien souvent des côtés négatifs à ce qu'il fait, alors qu'effectivement, lorsque tu vois les choses at face value, c'est-à-dire que tu vois ce qu'il est en train de faire sans vraiment réfléchir, tu dirais c'est super, mais en fait, il y a des répercussions. Par exemple, au niveau des sans-abri à qui il a donné de l'argent, il y en a qui ont été agressés. Évidemment, bien sûr, tu vois. Le mec, il est content, il récupère son pognon, il prend une ruelle et il se fait agresser juste après. C'est arrivé plusieurs fois, et pas seulement à MrBeast. D'autres youtubeurs qui ont essayé effectivement de le copier ont fait la même chose. Ils ont vu effectivement des sans-abri, des SDF, ils leur donnent du pognon,
genre 10 000, 100, même parfois 100 000, des mecs qui ont pété un câble. Et évidemment, 2 minutes plus tard, ces pauvres mecs se font détrousser. Donc voilà, il y a ce côté négatif, mais évidemment, bon, MrBeast, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la caméra, c'est la vidéo. Après, le reste qui se passe dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 2 jours, finalement, ça le concerne pas. L'important, c'est qu'il a une belle vidéo, il va la poster, il va faire 10 millions de vues, puis voilà. Encore une fois, est-ce que je ferais la même chose? Oui. Donc, moi, encore une fois, j'essaie juste de dire les termes. Maintenant, je suis pas du tout meilleur que MrBeast, je suis pas en mode oui, nanani, je donne des leçons. Je suis pire que lui, y a pas de souci par rapport à ça. Mais juste pour vous dire que il y a vraiment ce côté, d'abord le pognon, d'abord les vues, et j'ai envie de dire c'est normal. Autre chose aussi, MrBeast a fait pas mal de ce qu'on appelle les shout-out. Alors qu'est-ce que c'est que des shout-out? Ça veut dire qu'il va dire à ses abonnés, allez vous abonner à telle chaîne, allez vous abonner à telle chaîne. Et il me semble d'ailleurs qu'à un moment donné, il avait organisé un espèce de petit jeu où il avait un gros panier avec plein de petites feuilles dedans, et il avait pris au hasard 3 feuilles. Et sur chacun de ces petits papiers, il y avait le nom de chaînes YouTube random. Bon. Ces 3 chaînes, donc, ont récupéré à peu près 1 million d'abonnés le jour même où MrBeast a dit à ses abonnés d'aller s'abonner à eux. Donc tu te dis, ouais, MrBeast est vraiment un mec super sympa, quoi. C'est-à-dire que la plupart de ces chaînes-là n'avaient même pas 2000 abonnés au pire, tu vois. Entre 1000 et 2000 abonnés, voilà, tu te dis, mais vraiment, c'est un mec super bien, ce type, c'est super sympa. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est très gentil de sa part, et puis derrière, évidemment, la vidéo où il a fait ça a bien sûr été virale, comme toutes les vidéos d'ailleurs de MrBeast. Mais bon, donc tu dis, ouais, bah, c'est super, c'est parfait, tu t'éteins le PC, tu vas dormir, et tu penses à autre chose. Bah non, en fait, parce que je crois que sur les 3 chaînes YouTube, il me semble que soit les 3 ont fermé au bout d'une semaine, 2 parmi les 3 ont été fermés au bout d'une ou 2 semaines. Enfin bref, en tout cas, les chaînes ont été oblitérées. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs qui vont aller s'abonner sur ces chaînes-là, parce que c'était des chaînes vraiment random, il y avait une chaîne de musique et je crois 2 chaînes familiales, il me semble, hein. Voilà, effectivement, de vlogs, bref, je crois des youtubeuses qui montrent leur famille ou je sais pas quoi, bref, peu importe. Bon. Évidemment, c'est pas aller loin, parce que les mecs qui sont abonnés à ces chaînes-là, bah, ils sont pas du tout intéressés par de la musique ou par je sais pas quoi. C'est des mecs qui sont intéressés par du contenu de MrBeast. Ce sont bien souvent des jeunes enfants, des jeunes garçons, voilà, qui sont intéressés par les jeux vidéo et par les défis de MrBeast. C'est ça le problème en fait. Donc forcément, si tu donnes 1 milliard d'abonnés à ces gens-là, bah en fait leur chaîne va être oblitérée. Parce qu'il y aura 1 milliard de gars qui vont s'amener, qui vont dire non, non, mais nous on veut tel contenu, tel contenu, tel contenu. Évidemment, toi tu vas sortir un espèce de petit vlog avec ton gamin, les mecs vont t'insulter pendant 40 ans, genre non, on veut que tu manges des serpents pour 10 000 $. Voilà. Évidemment, bah à la fin, au bout d'une semaine, bah, les meufs elles ont fermé leur chaîne YouTube. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté négatif dont on parle pas assez, je trouve, ou peut-être qu'on parle trop. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté négatif chez MrBeast, effectivement. Quand je dis côté négatif, c'est-à-dire que, voilà, le mec, il fait ses vidéos, il fait ses vues, mais il y a un après. Et cet après, il y en a beaucoup qui soit qui ne le voient pas, soit qui ne veulent pas le voir, en fait. C'est vraiment un type qui est intéressé par le côté viral. Après, les conséquences de ses actions, finalement, il s'en fout. Et encore une fois, je suis pas meilleur que lui, je donne pas de leçons. C'est juste, encore une fois, pour dire les termes. Ensuite, écoutez, vu qu'on parle des trucs négatifs, on va parler des controverses. Alors, bon, MrBeast, voilà, on parle quand même d'un mec qui claque 100 millions de vues par semaine, donc forcément, les controverses, il en a 50 fois par semaine. Bon. Alors on va en parler de quelques-unes. Déjà, effectivement, il y avait une affaire, il n'y a pas très longtemps, l'affaire africaine. Alors, il me semble que MrBeast avait, je crois, construit des puits, 100 puits en Afrique, dans je ne sais quel pays africain. Effectivement, les gens l'avaient mal pris, ils avaient dit oui, mais il fait ça en mode white savior, quoi. Le trope du white savior, genre le blanc qui débarque et qui va sauver les pauvres petits noirs, voilà, quoi. Il y avait le côté un peu racisme positif, un peu racisme sous-jacent, le mec qui méprise les populations ethniques. Bon, il y en a beaucoup qui les ont pris quand même par le callback, ces mecs effectivement qui critiquaient MrBeast en mode bon, on s'en fout de votre délire de racisme ou pas. Bon, dans le sens où il va aider les gens. MrBeast aide les gens, il le fait peut-être pour le clout, il le fait peut-être pour les vues, mais finalement les gens ont de l'eau. Ils ont de l'eau propre, effectivement dans des pays où l'eau potable c'est pas forcément quelque chose d'évident, donc arrêtez de casser les reins. Et de ce côté-là, moi je suis tout à fait d'accord. Je sais d'ailleurs par exemple que Marvel Fitness, là, dans sa chaîne Wakanda World on avait parlé, de cette histoire de MrBeast, il me semble, hein. Je peux me tromper mais je crois que oui. Donc voilà, d'ailleurs, dédicace à Marvel, j'aime beaucoup ce type-là, il le sait bien, de toute façon on avait fait un featuring sur Harry Potter, bref. Mais écoutez, moi je suis d'accord et pas d'accord en même temps. C'est-à-dire que moi, en tout cas, avec cette affaire-là de puits en Afrique,
Moi, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il y en a qui ont dit que MrBeast, il met les puits, mais derrière, bah, il se barre. C'est-à-dire que pour les puits, il faut l'entretien et tout, et apparemment, il s'était pas occupé de ça. Il faut parler de ça. Et c'est vrai que oui, s'il s'occupe pas de l'entretien des puits, c'est-à-dire que si juste il pose des puits et il se barre, si tu veux faire le bien, fais-le jusqu'au bout. Si tu veux juste faire le bien juste pour faire ta vidéo, et ensuite, après, tu laisses les infrastructures et tu te barres, finalement, à quoi ça sert ? Bon, déjà, il y a ça, voilà. Et puis, au-delà de ça, on va dire la vérité. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire la vérité. Hein, des vérités qui se disent pas, les gens n'osent pas dire, ou je sais pas comment. Mais quand les Européens ou les Occidentaux vont dans des pays africains, dans des pays, entre guillemets, du tiers-monde, voilà. Des pays effectivement en voie de développement et qui vont aider tout ça, bien souvent, eux ils débarquent avec leurs a priori culturels, en fait les occidentaux. Ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas comment les gens fonctionnent, ils savent pas comment les gens réagissent et même raisonnent dans ces pays-là en fait. Ils débarquent avec leurs a priori d'occidentaux et bon, ils font leur délire. Par exemple, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y avait une affaire, effectivement, que j'avais trouvée vraiment édifiante, hein, de gens, un peu comme MrBeast, qui s'étaient amenés, je crois, dans des villages africains, et qui avaient fait à peu près la même chose que MrBeast, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des puits au milieu des villages africains. Parce que pour se ravitailler en eau, ces villages-là devaient aller au Marigot, je crois, à plusieurs kilomètres de là, à pied. Donc c'était les femmes qui s'en chargeaient. Et donc ils se sont dit, bah écoutez, on va les aider, au lieu de faire en sorte qu'elles aillent à des kilomètres de là à pied, les pauvres femmes, on va faire en sorte de mettre un puits au milieu du village, comme ça on règle l'histoire, et comme ça, voilà, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'une semaine, ces puits-là ont été bouchés par les femmes du village. Ce que je vous dis est tout à fait vrai, hein. Vous pouvez trouver les articles sur Google assez facilement. Et évidemment, tu dis, mais pourquoi ? Normalement, ils devraient être contents. Mais en fait, ce que les occidentaux, les mecs qui ont aidé les types là, des associations caritatives, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, c'est qu'en fait, cette histoire de Marigot, c'était aussi une excuse pour les femmes qui leur permet effectivement de s'éloigner du village, donc de s'éloigner des hommes, et de pouvoir discuter tranquillement. Le fait effectivement d'avoir un puits au milieu du village, bah, elles peuvent plus discuter tranquillement des derniers potins, sans que leur mari, sans que les hommes, bah écoutez, les écoutent, forcément. Donc voilà quoi. Et bien souvent, des mecs comme MrBeast vont débarquer avec leurs a priori d'occidentaux, encore une fois, mes a priori d'occidentaux aussi, hein, je me mets dedans, et ça me dit ouais, je vais vous aider, mais bien souvent, c'est pas aussi simple. Je dis pas qu'il faut les laisser crever ni quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple. C'est pas, ouais, j'arrive, je claque $1 million et je repars chez moi et c'est super, j'ai fait une bonne action. C'est pour ça que je trouve que c'est pas aussi simple. C'est pas, ouais, vous êtes des woke, vous vous foutez de la gueule de MrBeast, nanana. Ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Aussi, autre chose, à la limite, qui me fait un peu rire, mais effectivement, ça fait partie des controverses qui tournent autour de MrBeast, c'est le côté un peu l'empreinte carbone de MrBeast. Bon, on va pas se mentir, moi je suis pas du tout écolo, je m'en bats les couilles. Mais il est vrai que lorsque tu vois ces vidéos, tu vois effectivement, bon, le mec qui détruit des Lamborghini à tire-larigot, il s'en bat les couilles, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de gaspillage. Il y a même, voilà, le mec par exemple, il y avait une vidéo où le mec, je crois, il construit une espèce d'usine en mode chocolaterie de Charlie la chocolaterie, hein, voilà. Et il me semble d'ailleurs qu'il abandonne l'usine ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé exactement après, mais il y a pas mal d'infrastructures qu'il a mis en place pour ses vidéos et qu'il a soit laissé à l'abandon, soit qui sont mis de côté, ou je sais pas ce qu'il en a vraiment fait, bref. Apparemment, il y a beaucoup de pollution dans les vidéos de MrBeast. Moi, à la limite, moi, je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous, on va pas se mentir. Mais il est vrai que, étant donné que MrBeast est censé quand même être un peu un mec mainstream, c'est-à-dire que lui, il s'en bat les couilles, tu te dis, bon, normalement, il devrait se prendre un peu plus de main au callback. En fait, parce que normalement, maintenant, attention, l'écologie, le truc sacré, c'est limite une religion. Donc tu te poses la question, moi je m'en fous, mais pour la plupart des gens, ça peut être un problème. Tu dis, ok d'accord, le gars il se dit philanthrope, mais il nique la planète. C'est pas très très sympa. Encore une fois, moi je m'en fous. Et juste, la plupart des gens, je pense aussi, auraient un truc à dire par rapport à ça. C'est vraiment un vrai américain là-dessus. Hein. Le son, il s'en fout, mais c'est un truc de ouf. Hein. Bref. Il y a aussi effectivement les petites controverses vis-à-vis des employés pas contents, parce qu'il y a eu quelques anciens employés des équipes donc de MrBeast qui se sont plaints effectivement du fait qu'ils étaient un peu maltraités, et surtout que les gars ils peuvent même pas dormir quoi, ils doivent toujours monter, faire la pub, ceci, cela, bref. Le délire de MrBeast, les chaînes de MrBeast, c'est tout un délire, hein. C'est toute une entreprise, c'est vraiment un truc de fou, c'est-à-dire que chacune de ces vidéos est doublée je crois dans une dizaine de langues, c'est un truc de fou quoi, voilà bon. Et les mecs se plaignent, il y a effectivement des employés donc, de MrBeast qui sont pas contents, qui trouvent qu'il y a vraiment le côté un peu crunch culture, comme disent les Américains. Alors, moi, ce que j'en pense,
par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut vraiment comprendre, les mecs, qu'il n'y a rien de vraiment impressionnant, de qualité, en termes que ce soit de la fiction, que ce soit de l'entertainment, du divertissement, s'il n'y a pas de douleur, en fait, dans la façon dont la chose est produite. On va pas se mentir. Parce que bien souvent, il y a ce côté maintenant, crunch culture et tout ça. Par exemple, lorsque The Last of Us 2 est sorti, le Neil Druckmann, donc le développeur en chef de The Last of Us, il s'est fait prendre effectivement par le callback. On l'a pris par le callback, en mode oui, il y a une crunch culture, les mecs, les développeurs de The Last of Us 2, ça fait limite un mois qu'ils ont pas dormi, quoi. Comment c'est possible? Ils ont été extrêmement maltraités, nanana. Évidemment, moi je trouve ça horrible, c'est vraiment triste. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut être pragmatique. Il faut vraiment comprendre que c'est comme ça, en fait. C'est toujours comme ça. Je veux dire, par exemple, il y a eu la même chose il y a pas longtemps avec les studios Ghibli, alors que pourtant, tu te dis, Hayao Miyazaki, c'est quand même une bête sacrée, une vache sacrée. Personne va le critiquer, et pourtant si. Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de retours, comme quoi, même à l'époque du Château dans le ciel et tout, dans tous ces dessins animés absolument incroyables, le voyage de Chihiro, bref, vous les connaissez tous, ils sont tous incroyables. Tous ces animés sont incroyables, ces films d'animation sont extraordinaires, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais voilà, toutes les productions de ces dessins animés-là ont été faites dans la douleur. Apparemment, Hayao Miyazaki était un véritable tyran. Voilà, c'était un putain de tyran. Le mec, si tu travaillais pour lui, voilà, tu perds 25 ans de durée de vie. Directement, quoi. Tu ne dors plus, tu dessines tout le temps, tu crées des dessins animés, tu ne t'arrêtes pas, quoi. C'est un truc de fou. J'ai envie de dire, c'est un japonais. Bah ouais, tous les dessins animés des studios Ghibli que vous avez kiffé, bah ça a été fait dans le sang et la douleur. Mais en fait, il faut l'accepter, je veux dire. Parce que c'est soit vous l'acceptez, soit vous virez tous les films que vous appréciez. Par exemple, encore une fois, moi je peux vous donner 1 milliard d'exemples. Tu prends Shining, par exemple. Prenons Shining. Évidemment, bon, les mecs qui s'y connaissent un peu, tout le monde sait que l'actrice principale a fait une dépression de dingue, elle a pris, je crois, 40 kilos, bon voilà, quoi. Parce que oui, Kubrick, donc le réalisateur de ce film-là, il la balayait tous les jours, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il l'insultait à longueur de temps. Et tu te dis, bon, c'est quand même chiant, mais à la fin, t'as un chef-d'œuvre. À la fin, t'as un des meilleurs films d'horreur de l'histoire de l'humanité. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc effectivement, oui, si vous travaillez pour MrBeast, vous allez prendre cher. Mais bon, à la fin, t'as des vidéos quand même, bon, de qualité télévisuelle. Bah oui, mec, c'est comme ça, hein. Faut vraiment comprendre que c'est la vie, et de toutes les manières, il y a une règle au cinéma qui dit que lorsque la réalisation d'un film s'est faite dans la douleur, bien souvent le film est bon. Mais si le film s'est fait dans la rigolade, tout le monde s'est bien entendu, sur le plateau de tournage, il y avait une bonne ambiance, bien souvent le film est pas très bon. Écoutez, c'est comme ça, c'est triste à dire, mais bon, c'est un truc qu'il faut accepter. Ou alors, vous ne consommez pas de fiction, quoi. Vous ne consommez pas de divertissement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que l'humain fonctionne. C'est de la douleur que les choses intéressantes émergent. Je suis vraiment désolé, c'est comme ça. Après bon, là j'ai un peu critiqué MrBeast pendant quasiment je sais pas combien de minutes. Bon, je parlais quand même des choses que j'aime bien chez lui. Moi ce que j'aime bien déjà chez MrBeast, c'est qu'il est pragmatique. C'est-à-dire que lorsque tu l'entends parler dans ses interviews, il te parle jamais de ce que lui il aime ou de ce que lui il pense ou de la moralité de ce que lui pense ou de ce que il considère comme étant bien, comme étant mal dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il propose sur sa chaîne, c'est ce qui marche. C'est ce que les gens veulent voir. Parce qu'il le dit souvent, le MrBeast, le délire de l'algorithme, c'est le public. Parce que bien souvent, on entend des youtubeurs dire « Ouais, non, cette vidéo n'a pas été appréciée par l'algorithme, donc forcément, elle n'a pas pu percer, elle n'a pas pu être virale. » En fait, ce que j'aime bien chez MrBeast, c'est qu'il dit « En fait, tu peux virer algorithme et tu remplaces public. Tu remplaces ce mot-là par audience et c'est bon. » Voilà quoi. Il n'y a pas d'excuse. C'est ça que j'aime bien chez MrBeast, c'est qu'il y a vraiment ce côté « Je propose aux gens ce qu'ils veulent voir. » Et c'est tout. Voilà. Alors, donc effectivement, il y a pas mal de personnes qui vont dire que oui, MrBeast, il produit du contenu abrutissant. Ce qui est pas faux, hein. J'ai envie de dire c'est du contenu télévisuel, donc c'est forcément abrutissant. Donc je veux dire, bon, voilà. Mais encore une fois, moi je peux pas critiquer MrBeast pour ça, parce qu'il produit ce que les gens veulent voir. Le mec, il a 239 millions d'abonnés à travers le monde, et je pense que ça va continuer à augmenter. Donc, bon, il y a un moment donné, il faut quand même arrêter de se voiler la face. On peut pas en vouloir à MrBeast de proposer effectivement un contenu un peu abrutissant, un peu bébête, effectivement, qui va intéresser les jeunes garçons de 13 ans, où tu le vois en train de créer des usines de chocolat ou je sais pas quoi. C'est con, évidemment. Mais derrière, c'est ce que les gens veulent voir. En fait, MrBeast, c'est juste qu'un miroir de la société. Tu peux pas critiquer MrBeast pour ça. Voilà, c'est tout. Tu dois critiquer les gens qui regardent MrBeast, tout simplement. Parce que, bon, là, je vais tenter un parallèle un peu osé. Effectivement, là je vais partir en quick total, mais écoutez, je voulais quand même en parler, parce que, effectivement, moi, cette histoire, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi, ça me rappelle un peu l'histoire avec les Pélissards. Alors, oui, je sais, là je pars en couille, mais en fait, pourquoi ça m'a toujours énervé, l'affaire des Pélissards,
pour ceux qui connaissent pas l'affaire des Pélissard, c'est effectivement un couple avec 8 gosses qui font du no-port sur internet, et évidemment ça a défrayé la chronique. Pourquoi, moi, ça m'énerve cette affaire Pélissard? Parce qu'en fait, les Pélissard ne sont qu'un miroir de la société. C'est ça en fait le truc. C'est sûr que pendant 50 ans, dans la société, à la télé, dans la culture, peu importe, la culture moderne, dans les mondes libres, entre guillemets, le libéralisme sexuel a été mis au nu, voilà. Puis j'ai envie de dire, voilà, tu vois la famille Pélissard, tu vois une femme forte, c'est pas ce que les femmes sont censées faire, c'est une femme forte dans le sens où c'est elle qui dirige son foyer, c'est elle qui porte la culotte, tu vois un père totalement absent, un peu con-con en mode Homer Simpson, voilà, tous les pères que tu vois depuis 40 ans dans toutes les sitcoms que l'on voit à la télé, enfin, je veux dire, voilà, quoi. La meuf, elle est sur OnlyFans, sur je sais pas quoi, sur je sais pas qui. Bah oui, elle vit de sa sexualité. Et étant donné que maintenant le concept de sexualité de la femme est mis sur l'autel maintenant de la modernité, bah évidemment que tu vas voir des familles Pélissard qui vont arriver. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, tu vois cette famille-là se faire insulter de tous les noms sur Touche pas à mon poste, moi ça me fait rigoler, ça me fait doucement rigoler. Parce qu'en fait, Touche pas à mon poste, ils essaient de les prendre par le callback, mais en fait, la famille Pélissard, c'est exactement le résultat de la propagande de Touche pas à mon poste et de toutes ces émissions complètement abrutissantes. De toute la télé-réalité de merde, en fait. C'est le résultat. C'est ça, en fait, le truc. Vous pouvez pas en vouloir à ces pauvres Pékins. Tout ce qu'ils font, c'est de proposer ce que, entre guillemets, veulent une partie des gens. La population veut du contenu abrutissant, et ensuite, vous allez prendre par le callback les mecs qui produisent à leur petite échelle, un contenu de dégénéré, un contenu de décadent. Il y a la décadence partout. Évidemment qu'il y a des gens comme des Pélissard qui vont effectivement émerger. Si tu mets la dégénérescence et la décadence au-dessus de tout, bah évidemment, en fait. On peut pas en vouloir aux Pélissard, encore une fois. Je crois clairement que leurs enfants vont terriblement souffrir en grandissant, et d'ailleurs je pense qu'ils souffrent déjà à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une tragédie pour leurs enfants, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle en termes général, voilà, quoi. En termes général, tu vas les critiquer, mais en fait, c'est pas eux qu'il faudrait critiquer, c'est surtout la société, quoi. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que les mecs qui vont dire que MrBeast est un contenu abrutissant, bah en fait, tout ce qu'il fait, c'est juste de proposer ce que les gens veulent, et ce n'est qu'un miroir de la décadence de la société, si vous voulez mon avis. Enfin bref. Après, encore une fois, si je dois rester sur le côté positif de MrBeast, je trouve que ses conseils sont très bons. C'est-à-dire que les conseils qu'il donne pour les youtubeurs, moi je trouve ça très bon, voilà. C'est-à-dire que faites attention aux titres, les thumbnails, c'est le plus important. On peut dire effectivement que ce sont des conseils un peu bateaux, mais moi ce que j'aime bien dans les conseils de MrBeast, c'est que en gros tu pourrais les résumer à ne te cherche pas toi-même, mais cherche ce que veulent voir les gens. Voilà. C'est-à-dire que MrBeast, voilà, tu peux le voir au début de sa carrière en train de compter devant une caméra. Il est évident que lui, ça lui fait pas plaisir. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est proposer à son public ce qu'ils veulent voir. On va le dire, c'est une philosophie assez différente de la mienne, dans le sens où moi, à mon tout petit niveau, j'ai quand même pas 20 000 abonnés, moi je cherche pas forcément à plaire au plus grand monde. Quoique, j'essaie tout de même, hein, voilà. Parce que même si effectivement je cherche à plaire au plus grand monde, un peu comme tout le monde, hein, on va dire sur YouTube, et de vivre de YouTube si c'est possible, voilà, pour l'instant c'est loin d'être le cas, mais j'aimerais bien que ça arrive un jour, bah en fait, j'ai aussi envie de faire un contenu qui me plaît, parce que sinon, bah écoutez, je ferai du One Piece, quoi. Je ferai du One Piece, je pense que tout le monde sera content. Donc j'essaie d'être un peu entre les deux, quoi. Proposer aux gens ce qui les intéresse, tout en faisant ce qui, moi, m'intéresse. C'est pas vraiment le cas de MrBeast, dans le sens où, bah, pour lui, la question n'est pas là. Voilà. Lui, il fait des vidéos, encore une fois, où il comptait jusqu'à 100 000, où il donnait de l'argent à des gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Ça le fait chier, mais tant qu'il y a des vues, il est bon. Et c'est ça que j'apprécie chez MrBeast, c'est qu'il est très pragmatique. Voilà. En mode, l'important, c'est pas ce que toi t'aimes, c'est ce que les autres aiment. Tout simplement. Voilà. Et j'ai envie de dire oui. Évidemment, après, bon, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être compliqué pour toi de rester consistant sur YouTube. Après, ça, c'est une autre histoire. Mais après, voilà. Lui, il s'en bat les couilles. Il te dit ce qui marche. Donc voilà. Bon écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo qui a duré bien trop longtemps, qui est partie en couille dans tous les sens. À la fin, je suis parti en mode la décadence. Voilà quoi. Bref. En espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi ce que vous en pensez du cas MrBeast. Abonnez-vous, mettez la cloche, et prenez soin de vous, à la prochaine.